Bienvenue à tous, merci d'être présents. Je vois qu'on est déjà pas mal sur le webinaire, donc on va pouvoir démarrer. Alors merci pour ceux qui ont répondu, merci à ceux qui ont répondu à nos questions. Effectivement, on voit qu'on a une majeure partie de gens qui sont en freelance et une petite partie de gens qui envisagent de le devenir, donc très intéressant à ce niveau-là. On a effectivement beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport aux impôts et beaucoup de gens aussi qui souhaitent payer moins d'impôts. Alors, payer moins d'impôts, c'est un vaste sujet. Je le rappelle toujours, mais payer des impôts, c'est assez simple puisque c'est effectivement le signe d'une bonne santé financière de votre entreprise et d'une bonne prospérité de votre activité. Donc, une activité qui génère effectivement du cash, qui génère des bénéfices et donc forcément qui engendre des impôts. L'idée aujourd'hui, c'est de se poser les questions de comment avoir les impôts les moins élevés possibles. Aujourd'hui, effectivement, il existe beaucoup de dispositifs fiscaux qui vous donnent droit aujourd'hui en tant que chef d'entreprise de profiter de certaines optimisations fiscales. Donc c'est un sujet très très large d'optimisation fiscale. On va voir ici beaucoup de grandes lignes, mais il est toujours important de se rappeler que chaque cas est différent, chaque société est différente, chaque chef d'entreprise est différent, et donc en fonction de sa situation personnelle et de son activité, eh ben, les décisions peuvent changer du tout au tout. Donc, je me permets de le rappeler puisqu'on propose aussi des rendez-vous personnalisés, des échanges personnalisés avec un conseiller chez nous, qui sont des échanges en one-to-one, qui permettent de rentrer beaucoup plus dans le détail de tous les sujets qu'on va voir. Alors, effectivement, donc on a pas mal de questions. Je vois pas mal donc freelance, SASU, j'attends des conseils très précis. Dans quel cas déclarer quoi, dividendes, résultats, dons, etc. On pourra revenir dessus, Jean, effectivement. Alors, en SASU, on ne va pas parler de dividendes, mais uniquement de résultats. Donc, c'est ça aussi le choix du statut. On va en parler. Bonjour Thierry, président de SAS. Bonjour Sandrine, micro BNC également, mais je suis intéressé pour voir ce qui changera si je dépasse les seuils. Alors effectivement, on va parler de tous les différents statuts. On va avoir 5 grands tips aujourd'hui. Donc on va parler effectivement de votre statut qu'il faut toujours adapter à votre niveau d'activité et à votre situation personnelle. On va parler des charges professionnelles que vous avez le droit de déduire. On va parler des bons outils d'optimisation qui existent aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui intéresse, je sais, beaucoup de gens, mais c'est la potentielle création d'une holding. Et surtout, comment est-ce qu'on s'organise au mieux tout au long de l'année, comment est-ce qu'on a une bonne gestion de son entreprise pour éviter les mauvaises surprises en fin d'exercice, puisque nous, aujourd'hui, en tant qu'experts comptables spécialisés dans l'accompagnement de freelance, on se rend compte que beaucoup de gens viennent nous voir à la fin de leur première année parce qu'ils n'ont pas spécialement pris en charge leur comptabilité durant l'année ou parce qu'ils ont reporté effectivement l'échéance de la comptabilité. Et donc, effectivement, on se rend compte que beaucoup d'erreurs peuvent être faites lorsqu'on est mal ou pas accompagné. Alors, on a Fabrice en SASU option allière, c'est un très bon statut pour les freelances. Livia qui nous dit gérante majoritaire d'une non salariée d'une SARL à associé unique. Très bien, donc si vous êtes associé unique, vous êtes seul gérant, donc majoritaire forcément. Président non salarié Frédéric d'une SASU, donc effectivement là intéressant la SASU lorsqu'on ne se verse pas de salaire. On va regarder tout ça en détail tout de suite. N'hésitez pas, je vois que mon collègue Ronan vous partage effectivement un lien. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse effectivement en discuter ensemble. Alors, Julie Choucroune dans notre entreprise, gérant holding SC avec une SASU, une SCI. Très, très bon montage. On va en parler tout à l'heure également. Alors, le premier point que nous avons choisi de discuter avec vous aujourd'hui, c'est l'adaptation du statut à la fois au niveau d'activité, mais aussi aux situations personnelles. Je vois par exemple Jean-Michel qui nous met directement un message est très intéressant. Jean-Michel est en SASU, pas de versement de salaire pour les 2 prochaines années car il bénéficie des ARE pour allocation de retour à l'emploi. C'est très intéressant puisqu'effectivement là, c'est votre situation personnelle, Jean-Michel, qui est définie par le versement des ARE qui a défini votre statut juridique. Pourquoi? Puisqu'on le verra par la suite, mais typiquement, la SASU est le seul statut qui ne coûte aucune charge lorsqu'on ne se verse pas de salaire. Donc, très intéressant dans votre cas précis. Alors, on a défini, nous, 5 grands points qui vont déterminer le choix du statut juridique. Le statut juridique que vous allez choisir pour votre future entreprise ou que vous avez choisi, puisque je le rappelle, lorsque vous avez un statut juridique aujourd'hui, typiquement Jean-Michel qui est en SASU, ce n'est pas une décision qui est gravée dans le marbre. D'accord? Aujourd'hui, un changement de statut juridique est quelque chose de très courant et donc on peut très bien basculer d'un statut vers un autre
ça engendre des formalités plus ou moins complexes, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Jean-Michel, vous avez créé une SASU que vous êtes à vie en SASU. La question se posera bien évidemment à l'issue de vos 2 années d'ARE. Est-ce que ce sera intéressant de rester en SASU ou est-ce qu'il faudra basculer par exemple sur un statut de URL pour pouvoir vous verser des rémunérations plus avantageuses? Alors le premier point, c'est la responsabilité. Forcément, lorsque l'on crée un statut, il y a avec une responsabilité du dirigeant qui va être engagé et qui, selon les statuts qu'on verra juste après, va être plus ou moins importante. Dans le cas d'une SASU, par exemple, on va limiter le risque du dirigeant au capital engendré dans l'entreprise. Par contre, dans le cas d'une micro-entreprise ou une entreprise individuelle, on va être un peu plus dans une responsabilité un peu plus engagée par le dirigeant. Quand on va parler de dirigeant, on va essentiellement parler des associés, puisqu'on le sait aujourd'hui dans notre assemblée, généralement, associés et dirigeants sont très souvent les mêmes personnes. Fiscalité. Forcément, le choix du statut juridique va déterminer la manière dont soit les bénéfices, soit les rémunérations vont être imposées derrière. Typiquement, lorsque je pars sur une SASU LIR ou une SASU LIS, mes bénéfices ne sont pas imposés de la même manière. Idem, lorsque je pars sur une SASU ou une URL, mes rémunérations ne sont pas imposées de la même manière. Les formalités. Vous le savez, dès lors que vous créez une entreprise, quel que soit son statut, l'État va vous demander de réaliser des formalités. Que ce soit des formalités de création ou des formalités de suivi comptable, elles vont être assez simples dans des statuts comme la micro-entreprise et assez complexes dans des statuts comme la SASU, d'accord? Mais la complexité ne doit pas être un frein, puisque forcément, vous avez en face des avantages, et c'est pour cela aussi qu'il existe des comptables comme Keobiz ou comme tous les cabinets que vous connaissez ou auxquels vous avez déjà potentiellement eu affaire, qui sont là pour vous enlever le côté complexe de la gestion comptable quotidienne. La flexibilité, d'accord? Donc aujourd'hui, selon le statut que vous allez choisir, vous allez avoir une plus ou moins grande flexibilité à la fois dans l'acquisition de nouveaux business, d'accord, dans l'embauche de nouveaux salariés, ou bien par exemple dans le fait de faire rentrer des investisseurs dans votre entreprise, d'accord. Donc en fin de compte, selon les statuts que vous allez choisir, vous allez être plus ou moins limité dans la flexibilité de la gestion quotidienne. Enfin, il y a un point qui est assez important également, c'est la crédibilité. La crédibilité, c'est-à-dire la perception que peuvent avoir d'éventuels partenaires. Alors, quand on dit partenaires, ça peut être des clients, ce peut être des banques, d'accord, ou ce peut être des créanciers, ou d'éventuels investisseurs, d'accord. Selon le statut que vous choisissez, la crédibilité que vous allez montrer auprès de ces personnes-là va être assez différente. Donc aujourd'hui, lorsqu'un entrepreneur va se lancer, ou bien lorsqu'un entrepreneur déjà lancé va remettre en question son statut, on va distinguer 3 grandes familles de statuts qui permettent l'exercice d'une activité de freelance. Le premier, c'est le statut de auto-entreprise qu'on appelle micro-entreprise. Ensuite, on a catégorisé dans la même famille les sociétés, donc SARL, qu'on va également appeler SARL-U, U pour unipersonnel, et les SAS qu'on va également appeler SAS-U. Le U vient donner la notion d'unipersonnel. Et enfin, l'entreprise individuelle. Commençons tout de suite par la micro-entreprise. Micro-entreprise qu'on appelle également auto-entrepreneur. Pour chaque statut, on vous a fait un tableau dans lequel on va lister d'une part les avantages et d'autre part les inconvénients. D'accord? En avantage de la micro-entreprise, les principaux avantages vont être la simplicité. Pourquoi la simplicité? Puisque la création se fait très simplement, en quelques clics sur Internet. C'est une démarche qui est très facile et qui est gratuite. Il n'y a pas de capital social à fournir. D'accord? Il n'y a pas de charge en l'absence de chiffre d'affaires. D'accord? C'est-à-dire que vous n'avez aucun impôt obligatoire, vous n'avez aucune charge sociale obligatoire à payer et rien à faire effectivement lorsqu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. La seule obligation, je dirais, ce sera de déclarer tous les trimestres votre chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF. S'il est à 0, de rentrer un 0. Il n'y a pas donc du coup forcément pas de comptabilité à tenir, uniquement des déclarations de chiffre d'affaires, tant que vous n'avez pas atteint le plafond de la TVA qui vous obligera derrière à déclarer la TVA. Et enfin, la clôture va être très simple, c'est-à-dire que si jamais vous souhaitez passer salarié, arrêter votre activité, lancer une société, peu importe la raison, mais si vous souhaitez clôturer votre micro-entreprise, la clôture est très simple, c'est aussi simple que de le créer, ça se fait en quelques clics sur Internet. Les inconvénients qu'on a en face vont être l'impossibilité de déduire ses frais professionnels. Donc typiquement,
Si pour réaliser votre activité, vous avez des frais professionnels derrière, eh ben, malheureusement, vous ne pourrez pas les déduire. L'exemple le plus simple, je pense qu'il va parler à tout le monde, c'est une activité de création de contenu ou de création, par exemple, de site Internet. Si vous sous-traitez la création de site Internet, comme ça se fait beaucoup, eh ben, le coût de la sous-traitance ne va pas être une charge déductible. Donc, si par exemple, demain, vous vendez la réalisation d'un site Internet, on va prendre un chiffre rond, mais 10 000 euros, pour pouvoir vendre ces 10 000 euros, eh ben, en fin de compte, vous avez sous-traité la réalisation du site Internet qui vous a coûté par exemple 5 000. Vous avez dû faire de la publicité pour acquérir vos clients pour environ 1 000 euros par exemple. D'accord? Vous avez dû acquérir un ordinateur, etc. pour encore 1 000 euros. Vous avez engendré 7 000 euros de charges. En fin de compte, en micro-entreprise, on ne va pas tenir compte de ces 7 000 euros de charges. Donc, vous serez imposé directement sur ce qu'on appelle votre chiffre d'affaires. Ce sont les 10 000 euros que vous avez facturés. Ce qui fait que si vous êtes sur un taux important d'imposition, maximum de la micro-entreprise à 21%, eh ben la marge nette que vous allez générer, elle sera assez faible. Pourquoi? Puisque d'une part, vous avez engendré uniquement 3 000 euros de marge, puisque vous avez 7 000 euros de charge derrière. Sur ces 3 000 euros, vous allez devoir utiliser 2 100 euros, qui sont les 21% de charge sur votre chiffre d'affaires. Donc, en fin de compte, il ne vous reste que 900 euros de marge réelle, ce qui est très peu. A contrario, sur d'autres statuts qu'on verra par la suite, comme les charges sont déductibles, ce n'est que la marge réelle, donc les fameux 3 000 euros qui correspondent aux 10 000 euros de chiffre d'affaires minorés des 7 000 euros de charge, qu'on va calculer soit votre imposition si vous les prenez en salaire, soit l'impôt sur les sociétés à payer ou l'impôt sur le revenu à payer si vous les laissez dans l'entreprise. Il n'y a pas de TVA récupérable, ce qu'on appelle TVA déductible, avant un certain plafond. Ce qui fait que si vous avez des charges importantes derrière, bah vous ne pourrez non seulement pas les déduire, mais en plus pas récupérer la TVA tant que vous n'avez pas réalisé un certain plafond. Vous êtes également plafonné sur le chiffre d'affaires, ce qui fait que, passé un certain seuil de chiffre d'affaires, l'État vous imposera un passage automatique en entreprise individuelle, qui n'est pas forcément le meilleur statut. Il y a un certain manque de crédibilité. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, les collectivités locales, par exemple, ou les ministères, lorsqu'ils vont faire appel à des consultants, bah, parfois dans leur cahier des charges, ils vont imposer que ce consultant soit sur un statut d'entreprise et parfois même depuis un certain nombre d'années. Vous avez peu de possibilités de développement. Pourquoi? Puisque dans la même optique, comme les charges ne sont pas déductibles, si vous salariez quelqu'un pour réaliser de nouvelles missions, eh ben, en fin de compte, tout le coût lié au salariat de cette personne ne sont pas déductibles. Donc, que ce soit le salaire, les charges sociales qui sont liées en face, on n'est pas effectivement à même de pouvoir les déduire. En plus, si vous souhaitez associer quelqu'un, ce n'est quelque chose qui n'est pas possible dans la micro-entreprise, puisque par définition, c'est un statut individuel, et donc vous êtes toujours seul. Votre responsabilité, elle est maximale. Pourquoi? Puisque dans la même optique, statut individuel, vous avez un risque effectivement au niveau de votre structure personnelle. Alors, j'en profite. Je reviendrai tout de suite sur la question. Le dernier point, c'est qu'il n'y a aucune flexibilité dans la rémunération, c'est-à-dire qu'il y a comme un mélange entre votre statut personnel et le statut de la micro-entreprise. Donc, on considère que tout ce qui appartient à la micro-entreprise vous appartient, et donc on ne peut pas dire tel argent appartient à la micro-entreprise et je prends tant pour moi. Donc ça, dans le cadre d'un développement assez important, c'est quelque chose qui peut coûter assez cher à la fin. On a une question, j'en profite tout de suite, de Sandrine, qui nous pose la question de peut-on passer de SAS à SASU ou micro-entreprise? Alors, dans l'optique où la SAS est un statut de société et la micro-entreprise est un statut individuel, il n'y a pas de transmission possible. Si vous souhaitez passer de ce statut, d'un statut de société à un statut de micro-entreprise, il faudra d'abord fermer votre SASU, d'accord, ou votre SAS, il faudra d'abord la clôturer, donc faire des comptes de clôture, une dissolution-liquidation, et derrière avoir un cabis de dissolution-liquidation pour avoir une fermeture complète auprès des impôts, et derrière recréer une micro-entreprise. Idem à l'inverse, si vous avez une micro-entreprise et que vous souhaitez passer en société, ce sera une nouvelle création. Ensuite, on va avoir du coup le statut d'EURL SARL. EURL pour entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, SARL pour société à responsabilité limitée. Aujourd'hui, pour simplifier les choses, le nom de l'EURL
a été remplacé par le nom de SARLU. Pourquoi? C'est exactement le même statut, simplement le nombre d'associés va définir sa dénomination. Dès lors que nous sommes seuls associés, qu'il y a un seul actionnaire, on va parler de URL, donc SARLU, et dès lors qu'il y a plus d'un actionnaire, donc minimum 2 actionnaires et plus, on va parler de société à responsabilité limitée. Alors, dans les avantages, on va avoir un avantage très important qui va être la possibilité de déduire les frais et les dépenses liées à l'entreprise et d'en récupérer la TVA. Donc, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, si pour réaliser 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous engendrez 7 000 euros de charges qui vous donnent une marge de 30%, qui est déjà une très belle marge, et bien effectivement, on considérera les frais comme des charges déductibles. Il y a une séparation des biens personnels et professionnels. Donc, l'argent de la société, c'est l'argent de la société. Votre argent personnel, c'est votre argent personnel. Et à part dans certains cas très précis qui sont des fautes graves de gérance, comme par exemple le non-reversement de la TVA, qui est de l'argent que vous collectez pour l'État, on ne peut pas venir vous embêter sur vos biens personnels. Vous avez une absence totale de plafonnement de CA. On ne va pas CA pour chiffre d'affaires, on ne va pas vous dire que vous êtes limité à un certain chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires est illimité. Au plus vous avez de business, au plus vous pouvez engendrer de business. Là où vous avez un avantage, mais là c'est essentiellement par rapport à la SAS-SASU, c'est que le statut de URL est un statut très avantageux lorsqu'on se verse du salaire. C'est là où vous payez le moins de charges sociales par rapport au salaire que vous versez, parce que vous êtes à 40-45% selon les cas de charges sociales sur le net versé. Vous avez une flexibilité totale sur la rémunération, puisque comme je le disais, l'argent de la société n'est pas votre argent personnel, c'est donc vous qui décidez, en fonction de vos besoins, en fonction de vos objectifs, quelle rémunération vous souhaitez prendre. Enfin, vous avez une crédibilité auprès des organismes, puisque vous avez effectivement la possibilité du coup de présenter un statut assez sérieux. Vous avez aussi une possibilité de recruter et développer, parce que dans ce cas-là, vous êtes sur un statut où vous avez les charges qui sont déductibles, et le capital social minimum, il est de 1 euro. Quand je dis possibilité de recruter et développer, c'est aussi faire entrer de nouveaux actionnaires, puisque vous pouvez diluer votre capital ou bien vendre une partie de votre capital. Alors, je vais répondre à la question de Jacobo Ibarra qui nous demande « Bonjour, je me lance en tant que consultant freelance, ne sachant pas encore quel régime fiscal choisir. En parallèle, je monte une entreprise d'import-export avec un régime différent que celui de consulting. Dans le cas 2, EURL-SARL, vous dites que c'est avantageux de se verser un salaire. Vous le comparez à quel autre statut, avec quel pourcent. Alors, je le compare bien sûr avec la SASU ou SAS, où là, on va parler plus de 80%. Mais vous allez le voir tout de suite quand on va venir sur les inconvénients, il y a forcément une contrepartie. D'accord? N'hésitez pas, Jacobo, à prendre un rendez-vous dans mon agenda directement. Je me ferai un plaisir de prendre le temps de regarder cela avec vous au niveau de au niveau de votre régime fiscal, de vous conseiller sur lequel choisir. Alors, je reviens aussi sur Sandrine qui a oublié une précision. Le passage de micro à l'EURL est-elle automatiquement imposée? Impose-t-elle une fermeture micro pour recréer une URL? Alors, si vous souhaitez passer en URL, effectivement, on fermera la micro-entreprise pour passer à l'URL. Par contre, ce qui est imposé, c'est dès lors que vous dépassez le seuil plus d'une année consécutive, donc dès lors que vous êtes à votre 2e année de passage de seuil, l'État vous imposera un passage non pas en micro, mais en entreprise individuelle, qui n'est pas forcément le meilleur statut. C'est pour ça qu'il sera intéressant de l'anticiper et de se dire, OK, est-ce que si l'État m'impose un passage en entreprise individuelle, est-ce que c'est intéressant pour moi ou non? Si ce n'est pas intéressant, je l'anticipe en passant d'abord sur un autre statut. Alors, les inconvénients de l'URL, c'est premièrement que vous avez une obligation de respecter des obligations fiscales et comptables dès lors que vous avez une société ou une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Il faut tenir une comptabilité, il faut faire des déclarations d'impôts, des déclarations de TVA, faire un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, fournir un juridique à la fin de l'exercice. Donc, il y a effectivement des obligations comptables qui sont beaucoup plus complexes. D'accord? Vous avez aussi une création qui est un peu plus complexe, qui engendre un peu plus de charges, mais toujours, l'idée, c'est toujours de mettre dans la balance, d'une part, les différents statuts versus les statuts de micro-entreprise, par exemple, ou d'entreprise individuelle qui sont des statuts plus faciles, et de voir l'avantage que vous avez derrière. J'aime bien un petit peu les exemples. C'est un petit peu comme dans tout, lorsqu'on investit un petit peu plus
à la création d'entreprise, si vous revoyez derrière grâce à une imposition plus avantageuse, bah forcément, sur un court, moyen ou long terme, vous êtes assez rapidement gagnant. Alors, Sandrine, les services payants d'Indy, qui est votre partenaire, peuvent-ils suffire pour les obligations comptables EURL? Alors, Indy n'est pas notre partenaire. Je pense que c'est le partenaire de Malte, si je ne dis pas de bêtises. Indy vont vous proposer, effectivement, je les connais bien, une solution comptable qui est très facile, très simple d'utilisation, mais qui demande quand même certaines connaissances. On parle d'outils comptables. Ils ne sont pas un cabinet, effectivement, mais plus un outil comptable et qui peut convenir à des gens qui ont des connaissances comptables importantes et qui sont capables de gérer eux-mêmes leur comptabilité sans problème. Enfin, un inconvénient en plus que vous avez sur le URL, qui est la contrepartie du taux avantageux de 40-45% que vous avez sur les salaires que vous versez, c'est que là, vous êtes considéré comme ce qu'on appelle un TNS, travailleur non salarié, et en statut de TNF, l'URSSAF va vous imposer des cotisations minimales obligatoires, ce qu'on va appeler le forfait minimal obligatoire, qui fait que si vous ne versez pas de salaire, vous aurez quand même ce forfait à payer. Alors, il est de 1 800 € plus ou moins la première année et de 3 000 € par an les années suivantes. Ce n'est pas complémentaire au salaire que vous versez, c'est-à-dire que c'est vraiment le forfait minimal. Si vous versez des salaires dont les charges couvrent ces 3 000 €, vous ne les payez pas en plus, bien évidemment. C'est ça l'idée. Par contre, si vous ne versez pas de salaire, ce statut ne sera pas forcément le plus intéressant. Alors, je vais répondre à la question de Fabrice. Pour la SASU option hier, il y a un débat sur la CSG-CRDS. On parle de 9,2 ou de 17,2%. Les experts comptables ne disent pas tous la même chose. Est-ce que vous savez si dans la pratique, les impôts peuvent nous faire payer des pénalités de retard en cas de non-paiement? Alors, effectivement, c'est un flou juridique assez important puisqu'il n'existe aucune case pour faire cela. Donc nous, généralement, on conseille fortement aux clients d'écrire aux impôts et de déclarer une CSG à 9,7%. On se couvre en écrivant aux impôts, ce qui fait que si derrière ils veulent corriger effectivement cette CSG CRDS en l'imposant à 17,2%, ils n'imposent pas de pénalité de retard puisque il y a toujours ce système qui existe auprès des impôts, un peu comme, je tiens un petit peu un exemple qui parle à tout le monde, mais c'est un peu comme une classe. Lorsqu'on n'a pas fait ses devoirs, bah, en fin de compte, on est toujours mieux loti lorsqu'on vient de soi-même dire « Ok, j'ai un doute, qu'est-ce que je dois faire ?» plutôt qu'attendre que ce soit les impôts qui viennent nous attraper là-dessus. Donc effectivement, il y a un risque de ne pas déclarer la CSG-CRDS, nous on l'informe nos clients là-dessus, et bah, en fin de compte, on le sait, même en payant 17,2%, ça reste un statut extrêmement avantageux, mais on est sur un flou. Donc en fait, il n'y a que les impôts, et on a vu des réponses qui allaient parfois descendre des impôts qui disent non, il n'y a pas de CSG-CRDS à payer, nous on a une réponse, on est clean, et d'autres qui effectivement partent sur le 17,2%. C'est un petit peu vouer votre chance. Ensuite, statut très courant, on en a beaucoup entendu parler, on le voit dans le chat et dans les questions, c'est la SAS, SASU. Alors, je vais en profiter pour répondre à Émilie. Si peu de charges déductibles et gros CA, quel meilleur statut pour se verser un max de salaire sans grosse cotisation? Alors, idem, ça dépend de plein de choses, Émilie. Ça dépend de votre situation personnelle, par exemple. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes seul, sans enfant, avec une quote-part d'impôt très importante, d'accord, un taux d'imposition personnelle très importante, bah, potentiellement, la micro sera la plus intéressante. Si, à contrario, vous avez, par exemple, 3 ou 4 parts d'imposition et donc votre imposition personnelle vous donne un taux plus élevé, en tout cas un taux moins élevé, mais plus élevé dans le sens où avant un certain seuil, vous ne payez pas d'impôt, bah, une SASU linéaire peut être très intéressante. C'est pour ça qu'on propose effectivement des rendez-vous pour analyser votre situation personnelle un peu plus en profondeur, où là, on va rentrer sur votre situation personnelle pour définir votre taux d'imposition personnelle, qui va du coup définir quel sera le meilleur statut. Donc, il n'y a pas de réponse générale à cela. On pourrait se dire, bah forcément, ce sera la micro-entreprise puisqu'on n'a pas de charge à déduire. Mais non, parce qu'avec la micro-entreprise, on peut avoir un seuil d'imposition beaucoup plus élevé que sur d'autres statuts. Ça va dépendre aussi de quel est votre intérêt, quel est votre but avec le salaire que vous versez. Si le but est de réinvestir cet argent, par exemple, dans des biens immobiliers, il existe des montages via des holdings et des SCI qui permettent de réinvestir l'argent gagné dans des biens immobiliers via des SCI et donc de payer le moins d'impôts possible derrière. Alors, idem, même tableau pour la SAS. On parle de SASU, U veut dire unipersonnel, dès lors que nous avons uniquement un seul associé.
Alors, on retrouve la plupart des avantages de l'EURL et SASU, d'accord, donc qui vont être les avantages de l'EURL et SARL, pardon, qui vont être les avantages de la possibilité de déduire les frais et les charges, séparation des biens personnels et professionnels, flexibilité dans la rémunération, absence de plafonnement de CA, crédibilité auprès des organismes, possibilité de développement. Là, par contre, on va avoir un avantage dans la SAS-SASU, c'est qu'elle présente les dividendes les plus avantageuses puisqu'on peut bénéficier de ce qu'on appelle la flat tax, également appelée PFU, prélèvement forfaitaire unique. Là, l'avantage qu'on va avoir, contrairement à la URL, c'est que si on ne se verse pas de salaire, je reprends le cas tout à l'heure de Jean-Michel, si je ne me trompe pas, j'essaie de remonter un petit peu, mais le cas de Jean-Michel qui effectivement bénéficiait des ARE, il n'a pas le droit de se verser de salaire, donc effectivement, SASU, la plus intéressante ici. Aucune charge sociale en l'absence de rémunération et un capital minimal à 1 euro. Par contre, en inconvénient, on retrouve également les inconvénients qui sont liés à la charge de travail et aux obligations comptables, mais également un inconvénient qui, dans le cadre où on souhaite se verser du salaire, est très important, c'est qu'on va avoir du coup dans le cadre de la SASU, SAS, où on est ce qu'on appelle un assimilé salarié, on n'est plus un TNS, on a des charges sociales qui sont très importantes, qui sont de l'ordre de 80% plus ou moins sur le salaire, et donc ça fait des charges sociales très coûteuses en cas de rémunération mensuelle. Ensuite, on va parler d'un statut qui est peu courant, mais il est important d'en parler également, qui est l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, c'est un statut qui va être à mi-chemin entre la micro-entreprise et le statut d'SARL et URL. L'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on a une création qui est extrêmement facile, également comme la micro-entreprise, pas de capital social à déposer. Par contre, on retrouve certains avantages des sociétés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déduire les charges liées à l'activité de l'entreprise. On a aucun plafonnement sur le chiffre d'affaires et les mêmes charges sociales qu'en URL, puisqu'en EI, on est également considéré comme TNS, travailleur non salarié. Par contre, les inconvénients en face, c'est qu'on a une limite entre les biens personnels et professionnels qui est assez faible, d'accord? Donc, on a une limite qui est assez faible. On a une obligation de respecter des obligations fiscales et comptables, de produire une comptabilité UNIAS fiscale. On retrouve ces charges sociales minimales obligatoires en tant que TNS. Et là, par contre, on a peu de possibilités de développement parce qu'on ne peut pas faire entrer d'associés. Il n'y a pas de notion d'associé dans une entreprise individuelle. Et on ne peut pas avoir plusieurs entreprises individuelles si on veut avoir plusieurs activités qu'on va distinguer. Alors, je vais reprendre les questions pour répondre à Romain. À partir de quel chiffre d'affaires à partir de quelle part du chiffre d'affaires que représentent les frais est-il judicieux de passer de micro-entreprise à société pour pouvoir les déduire? Alors, on va plus parler de marge, d'accord, donc de frais par rapport à la marge, dès lors que votre marge que vous générez est proche de votre taux d'imposition. En fin de compte, ce n'est pas intéressant pour vous. Donc ça, c'est effectivement des calculs aussi à faire. Il n'y a pas de réponse très précise puisque c'est en fonction aussi de votre taux d'imposition sur votre micro-entreprise et du taux de marge que vous réalisez réellement. L'exemple que je donnais tout à l'heure, un taux de marge à 30% avec un taux d'imposition à 21% ne vous laisse qu'une marge nette dans votre poche de 9%, alors que si on était parti sur un autre statut, les 30% étant votre réelle marge, si vous passiez sur une SASU LIR par exemple, vous pouvez générer quand même beaucoup plus de cash derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser la bonne question en fonction de votre situation personnelle. Il n'y a pas de réponse assez large, mais moi, j'ai tendance à dire qu'à partir de 40% de charge, il faut se poser la question de la micro-entreprise ou non. Alors, Karina, je suis artiste photographe, mais j'ai le statut d'auto-entreprise. Je songe à prendre le statut d'artiste-auteur. Pourrais-je avoir le SIRET pourrais-je avoir le même SIRET pour mes prestations occasionnelles, si c'est ça la question? Alors oui, puisque le statut d'artiste-auteur est un statut individuel, donc vous pouvez récupérer votre même numéro de SIRET qu'en tant qu'artiste photographe. Continuons, je vois que le chat également s'agite, je dirais. Alors, Julie, pourrez-vous nous faire un palmarès des meilleurs statuts à adopter ratio avantage-charge? Peut-être que c'est déjà prévu. Alors, comme je disais, Julie, il n'y a pas de meilleur statut par rapport à une activité de freelance, par exemple, mais il y a des meilleurs statuts par rapport à votre situation personnelle. C'est vrai que les statuts sont très plébiscités
auprès des freelances. Pourquoi? Parce que les freelances vont généralement générer un assez beau chiffre d'affaires sans pour autant avoir besoin de prendre tout ce chiffre d'affaires en rémunération et donc permettre la plus grande flexibilité dans le choix des optimisations et dans le choix de la répartition de ce chiffre d'affaires. Alors, Oliver, dans la SASU, si on a d'autres revenus, on peut sortir juste des dividendes avec la flat tax, c'est avantageux. Tout à fait. Comme je le disais, vous avez une grande flexibilité dans le choix de rémunération sur la SASU, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez à 100% qu'est-ce que vous prenez comme rémunération mensuelle, qu'est-ce que vous laissez dans la société et qu'est-ce que vous prenez en dividende. Ça, c'est dans le cas d'une SASU à l'impôt sur les sociétés. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vous qui déterminez, une fois votre bilan fait, une fois votre résultat établi, ce qu'on va appeler le résultat net après impôt, qu'est-ce que vous souhaitez prendre comme part en dividende avec la flat tax ou qu'est-ce que vous souhaitez laisser dans la société. C'est pour ça que c'est très agréable, cette flexibilité que vous avez. Anne, est-ce que le statut SASU est plus avantageux que le statut EURL pour la retraite compte tenu du taux de cotisation élevé? Tout à fait. Si vous prenez un salaire équivalent, ce sera beaucoup plus intéressant d'être en SASU parce que vous cotiserez un peu plus pour la retraite, mais le calcul est à faire puisque ce que vous cotisez en plus est tout simplement en partie ce que vous payez en plus comme cotisation. Donc moi, j'ai plus tendance à se poser la question de créer soi-même sa retraite via par exemple des plans épargne retraite ou des investissements personnels parce que il n'y a pas de miracle. Ce que vous cotisez en plus, c'est ce que vous verrez derrière. Mais en fin de compte, c'est uniquement ce que vous payez. Donc, en fin de compte, vous pouvez vous-même vous créer une retraite par rapport à ça. Alors, Mohamed, est-ce qu'on peut avoir des exemples de montage holding SASU SCI pour optimiser l'impôt? Avantages et inconvénients. On va venir effectivement derrière sur les avantages de créer une holding. Émilie, en cas de récupération de dividendes dans le cadre d'une SASU, quel est le taux d'imposition de ce dividende? Alors, les dividendes, quand vous êtes sur une SASU, sont imposés au PFU, ce qu'on va appeler le plafond forfaitaire unique, qui sont composés de 17,2 de charges sociales et de 12,8 d'impôt sur le revenu. Idem, la question se pose, est-ce que c'est plus intéressant? C'est un choix que vous faites au moment des dividendes et nous, par exemple, en tant que comptable, expert comptable, on accompagne nos clients sur ce choix-là puisqu'on va calculer qu'est-ce qui est le plus avantageux. Pourquoi? Les 17,2% sont obligatoires des charges sociales à payer. Maintenant, le plafond forfaitaire unique PFU, également appelé flat tax, sera intéressant si vos impôts personnels sont supérieurs à 12,8%. Et ça, c'est en fonction de votre situation. S'ils sont supérieurs à 12,8% en fonction de votre situation personnelle, du nombre de parts que vous avez, il sera plus intéressant de prendre le plafond forfaitaire unique. En revanche, s'ils sont moins élevés, ça se voit très souvent, par exemple, ce matin encore, j'ai reçu un client qui a 4 enfants et donc qui a 5 parts d'impôts. Et forcément, sur des dividendes jusqu'à 100 000 euros, et comme il est freelance, on peut les estimer d'avance en fonction de ce qu'il va avoir comme TGM. C'est ça l'avantage du statut de freelance. Et bien pour lui, dans son cas précis, c'était beaucoup plus intéressant de partir sur la division d'une part donc des charges sociales à 17,2 et d'autre part l'impôt sur le revenu, parce qu'il paye beaucoup moins que 12,8% d'impôt sur le revenu jusqu'à, je crois qu'on était arrivé à 112 000 euros d'impôt, 112 000 euros pardon, de revenus. Et donc, dans son cas, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ça, encore une fois, le plafond forfaitaire unique est intéressant dans beaucoup de cas, sauf les cas où on a une imposition inférieure à 12,8%. Alors, Pauline, est-ce possible de retirer des dividendes et bénéficier de la flat tax en EURL? Est-ce équivalent à la SASU? Alors, vous n'avez pas les mêmes avantages, vous avez un petit peu plus d'imposition qu'en SASU et je vous donnerai très vite le montant. Alors ensuite, conseil numéro 2, puisqu'il faut qu'on avance un petit peu, déduisez vos charges professionnelles. Aujourd'hui, bien sûr, c'est lié à votre activité, mais vous avez vos charges qui vous paraissent être des charges, on va dire, évidentes. Typiquement, je loue un bureau pour mon activité, ça semble être des charges évidentes. Cependant, il y a aussi beaucoup de charges que vous pouvez passer sur votre société et qui sont des charges pourtant de votre quotidien. Aujourd'hui, moi, j'incite aujourd'hui tous mes clients à bien réfléchir chaque jour, au quotidien, lorsqu'ils font une dépense, à se poser la question, est-ce que cette dépense peut être justifiable comme utile à mon entreprise? Aujourd'hui, il n'y a pas de liste de dépenses passables sur l'entreprise, d'accord? Mais il faut bien se dire que les dépenses qui sont acceptables pour une entreprise sont celles qui sont justifiables comme utiles au développement de l'activité. Typiquement, si demain vous devez vous rendre pour rencontrer un prospect dans le sud de la France,
ben, en fin de compte, tout, et que vous habitez Paris par exemple, et ben, en fin de compte, tous les frais qui vont être liés au défraiement, qui vont être liés au déplacement, qui vont être liés à peut-être inviter à déjeuner votre prospect, vont être déductibles de l'entreprise. Et ce, même si ce prospect ne se transforme jamais comme client. La question qu'il faut se poser, c'est si demain j'ai, et bien sûr on ne le souhaite à personne, un contrôle fiscal, est-ce que je serai capable de démontrer au contrôleur fiscal que la dépense que j'ai réalisée est utile au développement de mon entreprise. Donc il y a bien sûr toutes les dépenses du quotidien, la téléphonie mobile, les frais de repas, etc. Mais il y a en plus aujourd'hui des frais qui peuvent être déductibles de votre entreprise, comme des frais de mécénat ou de don. C'est déductible de 60% de l'impôt jusqu'à 20 000 euros maximum ou 5% du chiffre d'affaires. D'accord? C'est plafonné, mais si vous souhaitez faire des dons, vous pouvez avec votre entreprise. Il faut se poser la question du véhicule. Si vous détenez un véhicule à titre personnel, d'accord, il faut se poser la question de, tiens, est-ce qu'il est intéressant de passer ce véhicule sur la société, oui ou non, donc de le vendre à la société, sachant que derrière, ça va engendrer aussi des impositions sur les véhicules de société, ou bien est-ce que je le garde à titre personnel et je fais soit ce qu'on appelle des indemnités kilométriques, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de déduire, de vous faire rembourser par votre entreprise un montant forfaitaire par kilomètre réalisé, ou bien de faire ce qu'on appelle les frais réels, c'est-à-dire la société prend à sa charge tous les frais liés au véhicule, l'essence, l'assurance, etc. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les frais d'allocation charges locatives. À partir du moment où vous avez votre siège social à votre domicile, ou bien que vous utilisez une domiciliation et donc exercer une partie de votre activité à votre domicile, eh ben, la règle fiscale fait que vous pouvez déduire jusqu'à 30% de tous les frais liés à votre habitation. Donc les frais liés au loyer, à l'eau, à l'électricité, Internet, les taxes d'habitation, les charges de copropriété, l'assurance, etc. On va récupérer jusqu'à 30% de ce montant-là que la société va pouvoir vous rembourser sous forme d'allocation. Ce n'est pas du salaire, donc vous n'aurez pas à payer de charges sociales dessus. La seule contrainte que vous aurez, c'est que vous devrez jusqu'à 17 000 euros par an les déclarer en micro-foncier à votre déclaration d'impôt personnel, donc c'est très peu imposé, ou en foncier si ce montant dépasse, mais c'est extrêmement rare, 17 000 euros par an. Enfin, vous pouvez déduire bien sûr vos repas d'affaires à 100%, simplement lorsque c'est un repas d'affaires, c'est-à-dire que vous invitez un client, un prospect ou un collaborateur, vous devrez justifier à votre comptable lorsque vous lui envoyez la note, la personne que vous avez invitée. Vous pouvez aussi, bien sûr, déduire vos repas habituels, d'accord, donc vos repas que vous prenez lorsque vous êtes par exemple en mission chez un client, donc jusqu'à 20,20 euros maximum, et vous pouvez déduire 5,20 euros TTC par jour si c'est un repas que vous avez pris chez vous. Enfin, vous avez de nombreux crédits d'impôt, d'accord, qui existent, notamment, par exemple, j'ai pris le plus courant, mais sur la formation professionnelle, vous avez de nombreux crédits d'impôt qui existent, et je vous invite tous à vous rendre sur un site qui a été créé par l'État qui s'appelle mes-aide.fr, qui vous permet effectivement de voir toutes les aides sur lesquelles vous avez le droit en fonction de votre localité. Je vous le retrouve tout de suite pour... voilà, c'est me-aide.gouv.fr, je vous le partage dans le chat. Vous avez plein d'aides qui existent en fonction des régions, en fonction des villes. Et bien, ce site-là vous les regroupe toutes pour vous permettre de les retrouver. Vous avez aussi la possibilité de passer des certifications, d'accord, des certifications qui vous aideront dans votre vie quotidienne, auprès, par exemple, de Google, etc. Et ça, bien sûr, c'est des frais que vous pouvez passer sur votre entreprise. Il existe aussi des possibilités, mais on ne va pas trop rentrer dedans, de gérer des facturations à l'étranger pour optimiser votre fiscalité et également de faire des cadeaux d'affaires. Aujourd'hui, si vous voulez remercier vos clients, vous pouvez offrir des cadeaux. Ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de limite dans le montant du cadeau, mais il faut que ce soit bien sûr en adéquation avec le CA généré ou le CA escompté avec un client. J'ai déjà vu des clients qui m'apportaient des factures de sacs Gucci, par exemple, pour des montants assez importants qu'ils offraient à des prospects qui leur auraient potentiellement rapporté 1 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, il faut bien se mettre toujours dans la peau d'un contrôleur fiscal. Aujourd'hui, c'est des choses qui paraissent complètement hors, on va dire, de la normalité, et donc ça peut être effectivement retoqué par l'administration fiscale.
voire engendrer une pénalité. Et il faut savoir que lorsque vous offrez un cadeau professionnel, la TVA est déductible si ce cadeau représente un montant de moins de 73 € hors taxe. Et enfin, si vous avez des salariés, vous pouvez les faire profiter des plans épargne retraite, des chèques CESU, des chèques vacances, etc., qui permettent de déduire encore des charges supplémentaires. Alors, il y a pas mal de choses qui sont venues sur le chat. Alors, on avait répondu effectivement à Émilie. On avait répondu également à Pauline. Frédéric, l'impôt est bien calculé sur les revenus année N-1, donc en cas de chômage, cela reste intéressant de rester en IR. Alors, lorsque vous êtes à l'IR et que vous touchez des ARE, il faut que ce soit sur la même période. Donc, par exemple, effectivement, l'impôt est calculé puisqu'on fait le bilan en début d'année pour l'année N-1, mais c'est bien sur ce qui a été pris en N-1. Donc, effectivement, si vous prenez de l'argent de l'activité qui a été réalisée en N-1, ça ne passe pas avec le chômage, puisque ça viendra se déclarer sur votre imposition personnelle N-1, donc sur la même imposition que le chômage. Il faut être très vigilant là-dessus, puisque le France Travail, anciennement Pôle emploi, peut vous demander effectivement de fournir votre déclaration IRPP pour du coup vérifier qu'il n'y a pas eu de rémunération durant cette période. Bonjour, pour ce cas, conseil numéro 2, les repas et frais de prospection, il faut être en frais réels et non pas 10%, et où faire le calcul. Alors, j'ai pas très bien compris, Jacobo, mais effectivement, ce qu'il faut faire, c'est être en frais réels. Donc, 100% des frais que vous générez pour la prospection, par exemple, donc des frais de déplacement, des frais de restauration, des frais de logement si vous devez aller voir un client, c'est pris à 100% sur votre entreprise. Il y a aussi la notion de TVA, on pourra en discuter si vous le souhaitez. La TVA n'est pas déductible sur tout. Par exemple, sur les billets d'avion, elle n'est pas déductible. Sur un hôtel, elle n'est pas déductible si c'est le gérant qui prend la chambre d'hôtel, par exemple. Ce sont des petites spécificités. Alors, Abdella, peut-on passer d'un statut SASU à l'IS vers un statut SASU à l'IR? Bénéficiant de l'ARE, j'ai d'abord choisi ce statut à l'IS pour les dividendes. Ensuite, je souhaite passer à l'IR. Cette option n'a pas encore été activée. Bien sûr, Abdella, vous pouvez passer à l'IR. Vous pouvez activer l'option IR quand vous le souhaitez. Petite précision, elle n'est activée que pour 5 ans et elle n'est activable qu'une fois. Donc, si vous l'activez, vous y aurez droit pendant 5 ans. Et si vous souhaitez repasser à l'IS pendant ces 5 ans, vous ne pourrez pas rebénéficier de l'IR pendant le temps restant. Émilie, pour les frais d'allocation charges locatifs, est-ce que cela peut prendre en compte 30% de l'échéance en prêt immobilier lorsqu'on est propriétaire? Alors non, Émilie, ce n'est pas le prêt immobilier qui va faire foi, mais c'est ce qu'on appelle la valeur locative de votre bien. C'est-à-dire à quel montant il pourrait être loué s'il était sur le marché de la location. Ce qu'on conseille généralement, c'est de trouver un appartement équivalent sur se loger, ou sur Le Bon Coin, de prendre en photo l'annonce, d'en trouver 2 ou 3 pour justifier effectivement la valeur locative de votre habitation. Généralement, c'est un peu moins que le crédit. Enfin, tout dépend bien sûr du type de crédit que vous avez, s'il y avait un apport, etc., et de la durée du crédit. Mais ce n'est pas le crédit qui va être utilisé comme valeur de référence, mais la valeur locative de votre bien qui peut aussi être déclarée au niveau des impôts. Thierry, je suis président d'une SASU non rémunérée. Puis-je passer en charge ma complémentaire santé? Alors non, Thierry, la complémentaire santé, la loi Madelin vous autorise à la passer en charge, d'accord, uniquement si vous êtes TNS, travailleur non salarié. Ou bien, si vous vous rémunérez au travers d'une fiche de paie de la SASU, on pourra passer sur la fiche de paie cette complémentaire, mais il y aura des charges à payer dessus. Pour les repas habituels, je suis en prestation chez un client dont la cantine est payante. Puis-je déduire sur repas jusqu'à 20,20 €? C'est bien ça, tout à fait, Maxime. Les certifications déduites peuvent être complémentaires au CPF. Alors non, Jacobo, parce que le CPF, c'est un dispositif personnel dont vous bénéficiez en tant que personne et les formations sont réalisées par la société. Donc généralement, les organismes de formation vous proposent une double facturation qui vous permet de passer une partie sur la société, l'autre partie en CPF. C'est assez intéressant. Alors Thierry, oui, c'est déductible jusqu'à 20,20 €. Madia, est-ce que la réduction des charges professionnelles peut être récupérée pour les années dernières pour un auto-entrepreneur? Alors, malheureusement, Madia, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de charge déductible pour un auto-entrepreneur. Donc, effectivement, malheureusement, la réponse est non. Alors Alexandre, comme je répondais tout à l'heure, malheureusement, on ne tient pas compte de l'emprunt immobilier, de la valeur de l'emprunt immobilier, mais uniquement de la valeur locative.
Puisque par exemple, si vous avez fait un emprunt à 100% et que vous remboursez sur 10 ans, pour donner un exemple, le remboursement de l'emprunt sera bien plus important que la valeur locative et donc les impôts n'en tiennent malheureusement pas compte. Alors, plein de questions, mais on doit avancer, j'en suis désolé. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dans l'agenda. C'est vraiment avec grand plaisir que je répondrai au cours d'un rendez-vous d'une heure qu'on fait bien sûr gratuitement, sans aucun engagement dans le cadre de notre partenariat avec Malte. Donc, n'hésitez vraiment, vraiment pas. Charge locative proportionnelle à la surface bureau, non proportionnelle à l'habitation et la quote-part de 30%. Si, à contrario, vous considérez qu'on est sur beaucoup plus de 30%, ça arrive, mais généralement très peu dans des activités de freelance, mais plus dans des activités manuelles, comme par exemple, moi j'ai un client qui a une maison dans laquelle il a alloué tout le rez-de-chaussée qui représente plus de 60% de la surface de la maison. Il a alloué complètement à son activité, qui est une activité avec une activité de showroom, une activité de fabrication, etc. Dans certains cas, on peut passer au-dessus des 100%. Voilà, donc je m'excuse, j'avance. N'hésitez pas à me faire soit même un mail si vous n'avez pas le temps de prendre un rendez-vous, soit prendre un rendez-vous derrière. Alors, conseil numéro 3, optimisez votre rémunération et votre fiscalité perso. Comme je le disais tout à l'heure, il est très important de toujours se poser la question, avant de prendre la rémunération, de se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire avec cette rémunération? Pourquoi? Parce que forcément, plus on prend, plus on paye d'impôts. Donc aujourd'hui, je le précise, mais ce conseil, comme je le disais tout à l'heure, il nécessite quand même un audit personnalisé en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à court, moyen et long terme. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard? Est-ce que vous souhaitez acheter un appartement? Est-ce que vous souhaitez investir dans l'immobilier? Est-ce que vous souhaitez léguer à vos enfants, etc. En fonction de votre situation, on va se poser les questions, bien sûr, du montant de l'épargne disponible. On va aussi vous poser la question de votre appétence au risque. Moi, aujourd'hui, on a plus de 17 000 clients chez Keobiz. On a tout type de clients parmi ceux qui souhaitent faire des investissements, des clients qui ont une appétence pour le risque et qui vont ne pas avoir peur d'aller sur de la bourse, donc sur des placements assez risqués. D'autres qui vont préférer des placements qu'on appelle entre guillemets bon père de famille, peu risqués, mais qui engendrent moins de bénéfices forcément, mais avec beaucoup moins de risques en face. Donc tout ce qui va être investissement immobilier, tout ce qui va être investissement dans des SCP par exemple au niveau de la bourse, où c'est vraiment des risques, des produits très peu risqués. Et donc à quel point est-ce qu'on veut prendre des risques ou non. Je le précise ici, mais ce qui est très important, c'est toujours aussi de mesurer le risque en le garantissant derrière. On peut prendre des risques sur une partie de son patrimoine et de très peu et de dérisquer complètement sur une autre partie. Ça, bien sûr, les banques vous le disent assez régulièrement. Donc, bien sûr, l'impact fiscal que ça va avoir sur votre revenu personnel, mais aussi les impacts que ça peut avoir sur les transmissions de patrimoine par la suite. Ça, je le dis souvent. Pensez qu'à terme, il y aura soit des transmissions de patrimoine, soit des réinvestissements. Moi, ce que je fais souvent avec mes clients, c'est que je me pose d'abord en parlant de leurs besoins mensuels. Vos besoins mensuels, généralement, vous les connaissez, c'est combien il vous faut par mois pour vous assurer le cadre de vie que vous souhaitez avoir, en fonction, par exemple, de vos charges fixes, en fonction de vos souhaits, par exemple, pour des vacances, des choses comme ça. On rentre vraiment dans le détail personnel de chacun pour se dire, OK, quelle est la quel est le montant qu'il vous faut chaque mois. Partant de ça, on va déterminer en fonction du chiffre d'affaires qu'est-ce qu'il va rester après les charges et donc quelle imposition on va prendre. Le reste, est-ce que c'est intéressant de monter une holding, est-ce que c'est intéressant de le laisser dans la société, etc. Donc on va toujours équilibrer la part qu'on va prendre en salaire, la part qu'on va prendre en dividende, la part qu'on va laisser sur la société. Ensuite, en conseil numéro 4, on a parlé, j'ai vu que la question était venue, de l'avantage de la création d'une holding. Alors, holding, c'est un mot hyper général dont on entend souvent parler. Ça paraît souvent un mot miraculeux, mais dans certains cas, ça peut ne pas être avantageux. Donc, il faut bien se poser la question, bien poser les chiffres. La holding, qu'est-ce que c'est? Holding, c'est une structure, d'accord? C'est un type de structure qu'on fait soit en SARL, soit en SAS, d'accord? Qu'est-ce qui va définir? C'est est-ce qu'on va, via cette holding, se rémunérer ou non. L'intérêt de la holding, c'est quoi? C'est tout simplement de faire remonter des bénéfices d'une entreprise dans une holding pour pouvoir les réinvestir dans d'autres sociétés. D'accord? Ça permet de financer des projets. La holding qu'on voit le plus avec les freelances, c'est une holding assez simple. On va avoir une holding avec en dessous une SAS ou une SASU ou une URL ou une SARL qui permet effectivement de gérer le quotidien, de facturer son client, etc.
de se rémunérer et de remonter sous forme de dividendes ce qu'il restera une fois qu'on a déduit toutes nos charges et qu'on s'est rémunéré. Et ensuite, avoir une SCI en dessous qui permettra de faire redescendre ces bénéfices-là vers une SCI et donc d'investir dans un projet derrière. Sachant qu'avec cette SCI, on peut être associé à son épouse, à ses enfants, etc. Et donc de construire un patrimoine via une SCI. L'avantage qu'il y a avec une SCI, c'est que dès lors qu'on parle de régime mère-fille, on évitera une double imposition. On le répète ici quand même, mais attention au redressement fiscal. Il faut bien mettre les bons objets sociaux et bien mettre les bonnes personnes pour pas qu'il y ait de requalification en donation derrière, par exemple. Si on est à 50-50 avec son épouse, par exemple, sur la SCI, mais qu'on est le seul à apporter de l'argent dedans, ça peut engendrer une requalification. Lorsqu'on est holding, on va avoir la possibilité d'avoir deux régimes fiscaux. Ce qu'on va appeler le régime mère-fille, qui va réduire de 95% l'imposition du cash qui rentre, c'est donc du coup éviter la double imposition, d'accord? Ou bien le régime de l'intégration fiscale. L'intégration fiscale, on va plus parler de grands groupes, on va pas être sur notre type aujourd'hui de public, mais qui va être effectivement le principe où la holding va payer pour les sociétés filles avec des conventions de trésorerie. On rentre dans des complexités assez importantes et dans des obligations juridiques assez importantes, ce que je ne conseille pas aujourd'hui dans la typologie d'holding qu'on voit par rapport à notre public. Et enfin, le conseil numéro 5 qui paraît assez important, mais qui paraît assez simple, mais qui est le plus important, c'est de bien anticiper sa clôture d'exercice fiscal. Et pour ça, je vous ai listé 6 grands conseils que je donne à tous mes clients. Le premier, c'est de bien organiser la gestion de vos pièces comptables. Vos pièces comptables, c'est l'ensemble de vos factures, vos facturettes, les factures que vous recevez, les tickets de restaurant, etc. Il faut avoir un très bon classement et les envoyer régulièrement à votre comptable. Ça permet d'abord d'éviter des régularisations auprès des impôts, d'éviter la perte de pièces et surtout de bénéficier d'un conseil assez immédiat. Pourquoi? Parce que si votre comptable reçoit une facture en fin d'année, d'une facture en début d'année par exemple, si par exemple il vous dit qu'elle n'est pas déductible, ce serait une mauvaise surprise. Si vous le dites tout de suite après, vous avez encore le temps de rectifier le tir. Faire vos déclarations en temps et en heure afin d'éviter l'attention de l'administration fiscale et les pénalités. Vous avez aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, plein de déclarations à faire. Et donc, ces déclarations-là, si vous les faites avec du retard, ça engendre des pénalités. Je le disais tout à l'heure, c'est un exemple assez ludique, mais qui parle à tout le monde. Les sociétés, c'est un peu comme une classe. Dans la classe, il y a les bons, il y a les mauvais élèves. L'administration fiscale, c'est exactement pareil. L'élève qui toute l'année a eu du retard dans la remise de ses devoirs, a eu des absences, etc., on le voit souvent, c'est forcément souvent lui qu'on va avoir tendance à interroger. L'élève qui a été toujours droit dans ses bottes, qui a toujours remis ses déclarations en temps et en heure, qui a toujours fait ses déclarations dans les délais impartis, forcément, il n'attire pas l'attention de l'administration fiscale. Je conseille bien sûr de se faire accompagner d'un professionnel comptable, expert comptable. Je le dis souvent, mais un expert comptable, il faut le voir comme un investissement et non comme une dépense. C'est un peu, je sais que nous, on passe souvent par Malte, par exemple, pour recruter des développeurs, pour recruter des créateurs de contenu, etc. Des choses qu'on pourrait se dire qu'on pourrait faire soi-même. Mais en fin de compte, c'est un métier et on sait qu'en allant passer par des professionnels, on ne prend aucun risque et on va pouvoir générer effectivement un travail de qualité derrière. Donc souvent, on investit pour revoir derrière. Donc j'invite souvent les clients et les prospects à consulter au moins une fois par an un expert comptable, souvent en milieu d'année, pour faire un point sur la comptabilité. Est-ce qu'on passe les bonnes dépenses? Est-ce qu'on passe assez de charges? Est-ce qu'on ne va pas avoir une imposition trop importante à la fin d'année? Est-ce qu'on peut anticiper cette imposition en créant par exemple des investissements? C'est à ça que sert un expert comptable au quotidien. Plus que bien sûr le travail de base qui est de faire le bilan, les déclarations, etc. Il faut vous définir des objectifs à court, moyen et long terme. Où est-ce que vous allez? Quel CA vous prévoyez? À quelle imposition engendrera ce CA? CA pour chiffre d'affaires, je le rappelle. Est-ce que vous allez avoir une période un peu plus creuse? Est-ce que vous allez avoir une période sans chiffre d'affaires? Comment est-ce que vous l'anticipez au mieux? Est-ce que vous allez avoir des besoins de recrutement? Toujours avoir une longueur d'avance. C'est le conseil suivant. Toujours avoir une longueur d'avance dans la gestion de votre entreprise. Anticipez vos futures dépenses. Nous, aujourd'hui, on fournit à nos clients un calendrier des dépenses à venir
qui va vous dire, attention, dans 6 mois, vous aurez une cotisation foncière des entreprises. Prévoyez au moins 1 000 € de trésorerie à ce moment-là. Ça vous permet de vous projeter et d'anticiper les choses. On conseille de le faire sur un statut professionnel, mais aussi bien à titre personnel. C'est exactement pareil. Aujourd'hui, quand vous êtes en perso, vous savez que les impôts vont vous prélever à partir de septembre, sur septembre, octobre, novembre et décembre. D'accord? Donc, anticiper cela, c'est bien sûr ne pas dépenser tout dans des vacances aux Caraïbes au mois d'août, parce que forcément, si derrière, en septembre, vous n'avez plus d'argent pour payer les impôts, ça vous met dans une situation délicate. C'est exactement pareil. C'est avoir une bonne gestion maîtrisée de votre entreprise. Les objectifs que vous vous êtes fixés, vous les communiquez à votre expert comptable. Ce qui fait que quand vous allez vous asseoir avec lui, vous allez pouvoir parler de ces objectifs-là. Et le conseil qui est certainement le plus important, c'est avoir une bonne gestion irréprochable de votre TVA. Je conseille toujours à mes clients d'ouvrir un compte dédié à la TVA sur lequel vous allez déposer la TVA que vous encaissez. Je vous le dis, la TVA, c'est la seule infraction professionnelle qui relève du pénal. Pourquoi? Parce que vous êtes ce qu'on appelle un collecteur de TVA pour l'État et donc l'argent que vous collectez au titre de la TVA ne vous appartient pas. Il appartient à l'État. Il est donc très important que vous le reversiez. Si vous ne le reversez pas, si vous avez mal géré votre trésorerie, que vous n'arrivez pas à reverser cette TVA, vous serez dans une situation extrêmement délicate puisqu'on peut venir vous la réclamer à titre personnel. C'est la seule chose qu'on peut venir vous réclamer à titre personnel d'ailleurs. Donc pour résumer, ayez une gestion maîtrisée de votre entreprise qui vous permettra d'éviter les mauvaises surprises. C'est extrêmement important.